Bienvenue à toutes et à tous pour cette table ronde qui est organisée par Expat Pro et qui va aborder les défis et les opportunités de l'expatriation pour les couples biculturels. Cette table ronde sera animée par Claire Chassé. euh, voilà, par Claire Chassé. Claire est psychologue, elle est basée à Hong Kong. Elle a vécu une expatriation en tant qu'enfant, en tant qu'étudiante et en tant qu'adulte. Elle a vécu au Brésil, en Angola, en Espagne, en Australie, en UK, aux États-Unis et à Hong Kong. Bienvenue Claire. Merci, Euh, bonsoir. Laurence également animera cette table ronde. Laurence Fabre-Velmont est psychologue clinicienne, licensed clinical social worker. Elle est basée à Marseille. Son expérience d'expatriation comprend les États-Unis, le Bénin, le Vietnam et la Côte d'Ivoire. Bonjour Laurence. Bonjour, Et merci. enfin Margot Rapro, qui est infirmière, humanitaire et aujourd'hui experte en transition expatriée. Margot est basée à Paris et son expérience d'expatriation en tant qu'humanitaire s'est déroulée au Nicaragua, en Irak, au Nigeria et en Colombie et elle a fondé Expatez-vous. Bienvenue à toutes les trois. Un grand merci pour animer cette table ronde sur les couples biculturels à l'expatriation aujourd'hui. Et je vous laisse avec plaisir la parole. Ah, non, je vous laisse pas la parole tout de suite parce qu'il y a une petite mise en garde que je dois signaler. Le thème, effectivement, que nous allons aborder est un thème qui est très vaste. Et cette discussion ne sera évidemment pas exhaustive, tant les parcours de vie sont variés. Nous allons donc tenter de définir les contours du sujet, identifier les défis principaux auxquels peuvent faire face les couples biculturels, proposer des solutions et des outils efficaces que nos trois intervenantes utilisent régulièrement dans leurs pratiques respectives. Cette mise en garde étant effectuée, à vous la parole. Merci Cécile. Merci. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent, ceux qui sont là, ceux qui nous regardent en replay. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Et dans notre première partie, on va d'abord s'intéresser un peu à ce qu'est le couple biculturel, quel concept, quelle définition on en fait, à chacune dans nos secteurs et métiers respectifs. Et puis, comme l'a présenté Cécile, on viendra parler plutôt des défis et des challenges que rencontrent les couples biculturels ou peuvent rencontrer les couples biculturels. Et enfin, on vous proposera des solutions assez concrètes à mettre en place avant, pendant, après votre expatriation pour améliorer votre communication, pour améliorer vos relations, pour travailler sur cet aspect biculturel qui peut être parfois très challengeant. Qui Absolument. veut commencer pour sa petite définition du couple biculturel? Je peux commencer, Allez, hein. Alors, pour moi, le couple biculturel, c'est un couple comme un autre, mais la différence, c'est il est formé de deux individus qui ont donc des cultures différentes, quelquefois des langues différentes, qui utilisent des langues différentes, qui peuvent venir de religions différentes, peut-être ont deux nationalités aussi, ou plusieurs nationalités. Mais c'est aussi un potentiel de richesse de par cette diversité. Et aussi, c'est en général des personnes qui ont des valeurs en commun et des expériences professionnelles et dans leur vie d'adulte qui sont souvent similaires. merci Voilà, Laurence. compris. Ouais, alors pour moi, ce couple biculturel, on entend biculturel, deux cultures, il y a aussi la notion de créer un entre-deux, un nouveau lieu à mi-chemin en fait entre ces deux cultures, mais il y a vraiment cet aspect de création, c'est pas quelque chose qui va de soi, mais en général je pense que le couple ne va pas de soi, malgré ce qu'on peut entendre ou penser, et ça demande de l'énergie, de l'effort, quelque chose qui se travaille, qui se construit avec des fondements. Et c'est aussi un couple qui est face à des choix qui lui sont propres, des choix de lieu de vie, des choix de langue à parler entre deux, et puis des choix
par rapport aux langues utilisées avec les enfants, par exemple. Et tous ces choix, en fait, sont plus ou moins sont guidés par des fondements plus ou moins conscients en fonction comment je veux dire, la conscience qu'on a de cet aspect culturel, donc on va aborder un peu plus tard. Voilà. C'est toujours difficile de passer en troisième, puisque comme on se rejoint aussi beaucoup sur nos définitions du couple biculturel, je vais probablement répéter. Pour moi, dans ma pratique et dans mon expérience, le couple biculturel, c'est vraiment deux mondes qui se rencontrent. Parfois deux mondes qui peuvent être opposés au départ et qui trouvent des points communs sur lesquels construire des choses, qui trouvent des compromis aussi sur certains aspects. Mais c'est surtout construire ensemble une base de communication, de valeurs, de compromis pour que le couple puisse se développer. Et c'est une biculturalité qui peut être sur beaucoup d'aspects différents. La famille, la culture, basiquement les aspects très culturels. Ça peut être la religion, la langue, tous ces aspects-là qui viennent finalement se confronter pour trouver un socle commun sur lequel construire quelque chose de nouveau et de différent. C'est, c'est, et c'est bien sûr un concept et une démarche qui amène bien sûr des challenges des, et des défis dans le quotidien, parce que, comme le montre ce superbe schéma de l'iceberg, il y a toujours une partie en surface qui paraît plus évidente, et une partie plus cachée, la partie immergée de l'iceberg, derrière lesquelles il y a des concepts beaucoup plus complexes, des approches, des attitudes. Donc, c'est une jolie façon d'imager la partie que finalement on donne à voir au monde et la partie qu'on va plutôt vivre en intimité dans son couple. Et ça se fait sur plein d'aspects, et encore une fois, très évident ou pas d'ailleurs. C'est surtout ça, en fait, à souligner qui est important, c'est le évident ou pas. Il y a une citation que je reprendrai plus tard qui vient de Tobin Nathan, qui est immigrer, c'est reconstruire seul. Et en quelques années, ce que des générations ont mis à élaborer en fait et à se transmettre finalement. Et je trouve que ça s'applique bien au couple biculturel puisque on va se retrouver confronté dans l'intimité à quelqu'un qui vient d'un autre socle avec un autre contexte, une autre éducation, etc. Et ce contexte culturel, il y a effectivement la partie en surface visible, la langue, le physique, etc. Mais il y a toute cette partie en fait qui est inconsciente, cachée, qui va guider nos choix de vie, nos valeurs, nos envies, nos besoins, etc. Et c'est tout ça finalement qui va aussi être peut-être source de difficultés puisqu'il faut les avoir soi-même conscientisés et ensuite être capable de les exprimer. Et l'autre aussi, il va falloir qu'il soit aussi, comment dire, à même de le voir, de l'entendre, de le repérer, etc. Et on peut parler voilà, de l'attitude envers, on y reviendra tout à l'heure, hein, l'attitude envers les personnes âgées, l'attitude face à la religion, face au mariage, face à l'éducation, tous ces détails qui nous paraissent anodins ou qui peuvent pas aller de soi, qui en fait le sont absolument pas du tout. Et qui nécessitent d'être explicités en fait, hein. D'où l'intérêt de cette image de l'iceberg là en fait serait intéressant de faire remonter en fait toutes ces notions finalement inconscientes à la surface et de les analyser, de les partager en fait, hein. Et lorsque l'on on pense en termes de cycle de vie aussi et du cycle du couple, moi je dirais tout ce qui est culture en surface, c'est ce que l'on voit au moment de la partie de tout ce qui est la lune de miel dans le couple. Et puis ben, au cours du temps, on découvre de plus en plus aussi l'autre, on découvre d'autres aspects de l'autre. Et c'est là où la culture profonde revient et que l'on découvre. Très souvent, je vois dans ma pratique des personnes
qui disent bah, je ne me rendais pas compte à quel point donc la culture de l'autre était si différente. Et c'est avec le temps vraiment justement qu'on se rende compte de ça. Hein. Mhm. Et ce qui est de fou, c'est de se dire qu'en fait, c'est pas seulement les couples biculturels, hein, ça commence par un couple de deux personnes, même de la même culture, et qui vont faire face à parfois des incompréhensions, des notions et des concepts qui sont différents parce qu'on a tous grandi de façon différente. Donc déjà, dans un couple, dirons, de franco-français qui se rencontrent, ce sont des choses à communiquer, à partager avec cette plus grande facilité de se dire qu'il peut y avoir beaucoup de références communes et la langue n'est pas une barrière, donc il y a une possibilité de s'exprimer peut-être plus facilement. Là où on va retrouver un challenge supplémentaire dans deux cultures vraiment très très distinctes, où la langue peut rajouter une barrière, et ça on va en parler juste après. La langue, la représentation du monde et tous ces défis qu'on va voir juste à l'instant, euh, qui renforcent en fait cette culture de surface et cette culture profonde. Mhm. Exactement. Et la parentalité. Et la parentalité, nouveau défi supplémentaire. Et donc, quels sont les défis que relèvent les couples biculturels? Quelle transition magnifique. Euh, Bravo. On en a listé quelques-uns et on va les passer en revue pour donner des concepts et des définitions qui pourraient apporter des éclairages. On va commencer par la culture, qui paraît évident dans ce contexte-là. Et juste pour rebondir ce que tu disais, Margot, tu parlais de cultures très distinctes, mais aussi on peut être des cultures très proches finalement. Ça peut être français et Belge. anglais, ça peut être français et suisse, etc. Même si on est proche géographiquement, ça ne veut pas dire qu'il y a des différences qui peuvent être source de problèmes. On n'est pas obligé d'être de deux coins de la planète différents pour expérimenter ce genre de problématiques. Alors, par rapport à la culture, on va rejoindre un peu ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à cette culture qui est un peu inconscientisée, qui va amener des mécanismes, des comportements spontanés sans forcément y réfléchir, et qui peuvent être source d'incompréhension, de mécanismes de défense, etc. Pour n'en citer un, par exemple, l'ethnocentrisme, qui va être la tendance à juger la culture de l'autre à travers de prismes de notre culture. Et donc, ça peut amener à ce phénomène un peu de supériorité culturelle où on va faire des petites critiques, des petites remarques un peu lancinantes sur le comportement des uns et des autres. Par exemple, je n'ai rien, absolument rien contre les Italiens, mais on pourrait dire, par exemple, oh là là, ces Italiens, ils sont vraiment tous des clowns à faire des gestes comme ça. Si on est avec un conjoint italien, en début de relation, effectivement, ça pourrait passer anodin. Dans une relation un peu plus conflictuelle, ça pourrait être pris comme un pic, en fait, une attaque directe et générer un conflit. Donc, faire attention, effectivement, à comment on va appréhender la culture de l'autre et cette notion, en fait, est-ce que inconsciemment, je mets la mienne au-dessus ou en dessous et cette notion de jugement, finalement, plus ou moins inconscient. Cette culture va aussi, comment dire, mouler les individus, encore une fois, de manière relativement inconsciente, à travers de l'histoire, de l'enfance, de l'éducation qu'on a reçue de nos parents, du maternage, du système éducatif, etc., qui vont quelque part, pas, pas faire de nous des robots, mais en tout cas générer un certain nombre de comportements automatiques qui fait que si on n'en est pas conscient, peuvent encore une fois créer des difficultés dans le couple, puisque si chacun agit de manière automatique sans trop y réfléchir, eh bien on peut arriver à des incompréhensions. Et puis évidemment ensuite on a tout ce qui est lié au tabou, aux différences sociales. Par exemple, le tabou, on peut penser à la sexualité, on peut penser aussi, par exemple, dans les cultures, par exemple, culture chinoise, c'est impensable d'exprimer ses émotions, y compris dans le cercle intime, familial, entre parents et enfants, finalement.
Donc, comment est-ce qu'on navigue dans cet exemple-là, par exemple, comment est-ce qu'on navigue avec un conjoint qui serait d'une culture aussi différente où on va s'exprimer différemment. Dans les tabous, j'ajouterais aussi quelque chose comme l'homosexualité, qui, par exemple, dans certaines cultures, vraiment représente un véritable tabou. Donc, pour les couples homosexuels aussi, ça peut représenter euh, une grande barrière, oui. Mhm. Oui, en fonction des avancées sociétales de chaque pays, parce qu'on peut être soi-même intrinsèquement convaincu par quelque chose et que le pays ne le suive pas, et que ça soit une des raisons pour lesquelles on s'en aille de son pays, on aille vivre une vie différente ailleurs. Il n'en reste pas moins que c'est ce qui nous a forgé, ce qui nous a fait grandir. Et on ne peut pas se défaire de ça. La citation que tu citais tout à l'heure est vraiment très parlante de toutes ces générations qui ont passé du temps à construire. Et nous, finalement, en allant ailleurs, on défait pas, mais on refait différemment et on refait peut-être en accéléré. Tu disais tout à l'heure, très justement, que parfois on a aussi deux cultures qui sont très proches. Et je pense que c'est d'autant plus un défi. Moi, je le vois dans les gens que j'accompagne au départ et même au retour, de penser que des pays qui nous sont proches, qui parlent la même langue, qui frontaliers avec la France, en fait, se disent, bon, bah, c'est facile parce que déjà je parle la langue, mais en fait, du coup, qui n'absorbent pas toutes les spécificités culturelles de ce pays et qui se font prendre un peu au dépourvu et au piège. C'est une limite plus facile quand la culture est vraiment très, très différente, parce qu'on sait qu'il faut ouvrir son esprit, découvrir quelque chose de différent, contrairement à des cultures qui sont très proches finalement, et où il va y avoir peut-être une incompréhension de mais on parle la même langue, donc pourquoi est-ce que c'est finalement pas si facile, quoi. Ouais. Absolument. Et bien justement, ça vient questionner tous les défis relatifs à l'identité, parce qu'en fait, un couple, c'est bien sûr deux entités individuelles, et deux entités individuelles qui se challengent déjà en partant à l'étranger, en vivant en dehors de ce qui les a vus grandir. Donc c'est vraiment une expérience en accéléré du qui je suis réellement. Est-ce que je me connais? À quel point je me connais? Est-ce que je connais mes besoins? Est-ce que je connais mes ressources? Est-ce que je connais mes réactions dans les émotions les plus primaires que je peux avoir? Et en fait, on se rend compte que plus on se connaît soi, plus on est capable d'aller vers l'autre. C'est un premier pas d'être capable de questionner son propre système de valeurs, ses propres traditions, parce qu'on a déjà fait ce pas et ce travail de si on se challenge et on se questionne soi, bon bah on n'est plus sur la défensive. On a eu le temps de réfléchir, on a eu le temps d'intégrer, on a eu le temps de vraiment se dire bah ça j'aime pas, ça je garde, ça je prends, ça je laisse. Et donc d'être OK avec tout ça pour que quand l'autre vient questionner et peut-être même remettre en question certains aspects, on ne soit pas bousculé au point que tout notre monde va basculer aussi. Donc c'est un jeu de j'apprends à me connaître en version accélérée parce que l'expatriation accélère vraiment ce processus. Euh, Peut vraiment bousculer très fort quand on va dans un pays qui est très différent et quand on rencontre des gens qui ne vivent pas de la même façon que nous, mais qui va aussi contribuer à déjà notre développement personnel et au développement du couple, puisque ça va être un chemin qui va se faire en parallèle, pas forcément à la même vitesse, au même rythme, mais qui va se faire conjointement. Et dans tout ça, il y a bien sûr le cadre de référence avec lequel on a grandi, celui qu'on se crée en arrivant dans un nouvel endroit, ou quand on intègre une nouvelle personne dans sa sphère personnelle. Peut-être qu'on va se détacher de certaines traditions, certains principes d'éducation, qu'on va revoir un petit peu ses opinions. Il y a une sorte d'émancipation de, OK, j'ai grandi avec ça, je ne le laisse pas complètement derrière, mais je me crée ma nouvelle identité, et qui peut être aussi un challenge quand on rencontre quelqu'un avec qui il faut créer aussi une nouvelle chose. Ça fait beaucoup de changements d'un coup.
ça fait beaucoup de questionnements et vaut mieux, si c'est possible, y avoir réfléchi un petit peu en amont. Mais chacun avance à son rythme sur son propre chemin. Et c'est l'histoire d'une vie, hein, d'apprendre à se connaître dans telle ou telle situation. Mais ça peut représenter déjà un challenge dans la relation à l'autre. C'est quelle relation j'entretiens avec moi, quelle relation j'entretiens avec l'autre, et à quel point on se connaît et je me connais moi-même, quoi. Ensuite, nous avons cette histoire d'intégration à laquelle on peut penser assez facilement. Ok, mon conjoint, ma conjointe vient d'ailleurs, ou je viens d'ailleurs par rapport au pays de mon conjoint. Euh, je dois donc, entre guillemets, adopter cette nouvelle culture. Oui et non, j'ai envie de dire. Il y a bien sûr cette envie de connaître l'autre culture, de s'intéresser, et c'est vraiment important dans la construction d'un couple, hein. Et ça revient au premier point qu'on a vu tout à l'heure. Sinon, on bascule dans de l'ethnocentrisme et dans la critique facile de l'autre culture. Mais ça va aussi jouer un rôle important dans l'intégration, à la fois dans le pays et à la fois dans le couple. Parce qu'en fait, quelqu'un qui vient d'ailleurs, il va vivre à la fois son choc culturel, avec ses différentes phases qui peuvent être les mêmes phases que la vie de couple, la lune de miel dont on parlait tout à l'heure, où tout est beau, tout est rose, c'est super, on va se marier, on va avoir plein d'enfants, ouh. Pas toujours, on est d'accord. Et après, on a cette phase qui redescend, et quand la personne vit ce choc culturel plus cette pression de l'intégration parce que bah, l'autre attend et l'autre est dans cette envie qu'il s'intègre et cette envie qu'il aille bien et qu'il se sente bien dans ce nouveau pays, forcément, ça peut ralentir le processus ou ça peut mettre une pression beaucoup trop grande. Et c'est là où on a des points de friction qui peuvent être tout petits au début et puis grandir et puis arriver à des, à des points de friction vraiment importants sur des valeurs, sur un mal-être. Et, et en plus de ça, quand il y a des compromis à faire en termes de carrière, en termes de langue, en termes d'éducation, qu'on verra un peu plus tard, euh, c'est réussir à se créer ce socle dont on parlait tout à l'heure, de finalement, on va créer notre propre culture à deux. On va prendre un petit peu de chacun pour se faire notre identité de couple et de famille à nous. Et ça demande bien sûr des compromis, mais pas que dans un sens. C'est pas que, imaginons, vous allez dans le pays de votre conjoint, ça n'est pas qu'à vous de faire des compromis. C'est bien sûr une histoire de couple, hein, comme toujours. Euh, et d'essayer de trouver ce terrain de neutralité. Là, en choix du pays, éducation, culture, il y a plein de sujets qui nécessitent de se poser des bonnes grosses questions pour justement réussir à avoir cette troisième culture qui se crée et qui est celle de la famille. Et les temporalités étant différentes dans le rythme et la façon de gérer son intégration, les points de friction peuvent arriver assez rapidement finalement. Mhm. Tout à fait. Des choses à rajouter, mesdames? Je n'ai pas dit trop de bêtises. Non, 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 Non. tout à fait. Formidable. Le quatrième point sont les représentations du monde. Oui, donc représentation du monde, eh bien ça va aussi avec le bagage culturel, hein, les valeurs qui vont en découler, les visions du monde que l'on peut avoir, ce qu'on met en priorité dans nos valeurs, dans nos besoins. Les priorités peuvent être différentes déjà dans un couple, comme on disait tout à l'heure, franco-français de la même culture, mais encore plus peut-être dans dans ce cas de biculturalité. Et on va penser par exemple aux notions de collectif individuel avec des cultures par exemple occidentales qui ont tendance un peu plus à être individualistes, avec des cultures orientales un peu plus collectivistes ou africaines d'ailleurs, hein, où l'individu passe après le groupe, l'individu est au service du groupe, au service de la famille, au service de la communauté et s'efface complètement. Et dans ce cadre-là, comment la rencontre, comment le couple se construit et comment il peut comprendre l'autre.
un exemple tout simple, hein, une dame hongkongaise qui part en Europe construire sa vie et puis, arrivée à la cinquantaine, décide et doit, par respect filial, déménager toute sa famille pour revenir à Hong Kong pour s'occuper des parents vieillissants en fait, hein. Et comment est-ce que le couple peut gérer ce genre de piété filiale finalement, et comment est-ce que ça peut être compris? Voilà, donc le rapport à la famille, par exemple, les valeurs, les notions d'argent, finalement, hein, si on prend un exemple, par exemple en France, on va pas vraiment parler d'argent, c'est un petit peu entre guillemets tabou, etc. D'autres cultures qui vont n'avoir aucun problème, et inversement, des cultures qui vont avoir des difficultés à exprimer des émotions, même en sphère intime, et d'autres cultures, au contraire, on a dans des effusions émotionnelles. Et comment on se place chacun par rapport à ça, et comment on peut comprendre l'autre dans la durée finalement, parce que ce qui peut être au début de la relation quelque chose de mignon, qu'on accepte, etc., au fur et à mesure du temps, peut devenir quelque chose de lourd et quelque chose qui peut inviter au mépris, au dégoût, etc., à l'incompréhension, parce que justement, c'est pas comme ça qu'on fait. Mhm. Et puis quelque chose aussi de plus entre guillemets, subtil, c'est les rapports, par exemple, au temps, notamment par rapport à la langue. On prend le français, on a je ne sais combien de temps pour parler du passé, le plus que parfait, l'imparfait, passé antérieur, etc. Et on prend des langues, par exemple, comme le chinois, on a juste une particule, la même, pour indiquer que l'action s'est faite dans le passé. Et même chose pour le futur. Et dans ce cadre-là, eh bien, comment on s'inscrit dans des projets à court terme, à long terme? Comment est-ce qu'on construit en fait dans l'avenir? Comment est-ce qu'on parle du passé? Et ça, finalement, c'est des choses, si on vous l'a pas dit, on se pose même pas la question, tellement c'est inconscientisé et tellement on est dans de la culture et dans des représentations du monde qui sont, comment je vais dire, sous l'eau en fait, hein, vraiment en bas de l'iceberg, quoi. Je trouve que la meilleure illustration de ça, c'est quand des étrangers posent la question, pourquoi en français vous dites ça? Et Mm, que nous, on est incapable de répondre parce qu'on l'a tellement intégré et qu'on s'est jamais posé cette question, ça coule de source et c'est comme ça, que ça, que ça vient nous questionner sur notre propre façon de réfléchir et de créer et de parler. Donc, mm. c'est toujours très déroutant cette question, parce qu'en plus, le français n'étant pas une langue très simple à apprendre, il y a un sacré paquet de questions qui se posent. Mais Et ça me rappelle, en effet, des Américains plusieurs fois qui m'ont dit, mais en France, vous dites, ça se fait pas. On pose une question et vous dites, mais ça se fait pas. Et nous, on répond, ça se fait pas. Et c'est tellement évident pour nous, mais en fait, c'est culturel, c'est très culturel, hein. Mm. Et je voulais rajouter par rapport à la langue, donc les langues qui ont une traduction plus confucienne, de Confucius, par contre, ont beaucoup plus de pronoms pour dire tu ou vous, hein. Donc, la notion du temps, le passé et le futur enfin, dans la langue simplifiée, mais par contre, en vietnamien, par exemple, il y a 7 différentes manières de dire tu ou vous. Et c'est ça, beaucoup. c'est très important dans notre structure, dans notre manière de penser, hein. Mhm. Et de cette représentation du monde, hein. Mhm. Là, la notion de collectif dont tu parlais tout à l'heure me fait penser à une famille que je suis sur Instagram et elle est française et s'est mariée avec un Tibétain. Et elle partageait récemment le projet qu'ils ont démarré il n'y a pas longtemps, à savoir de construire une annexe à leur maison au Tibet parce que elle n'en peut plus de vivre avec sa belle famille. Ça devient trop lourd et elle sent le regard sur sa façon d'élever ses enfants, qui doit être un mix probablement du monde tibétain et du monde français. Euh, et donc, ils ont prévu de construire un étage qui sera dédié à leur famille, au-dessus du reste de la belle famille, mais du coup, pour avoir un espace vraiment séparé et pouvoir respirer dans cet esprit de collectif, de famille qui passe d'abord versus l'individu. Et je trouve que c'est hyper parlant parce qu'on n'a pas tous les mêmes représentations de la famille,
la place que ça a dans, dans le couple. Et c'est important d'en parler assez rapidement, ça. Oui, c'est vrai. Et la notion de budget de la famille aussi, par exemple. Hein. Déjà, Dans, l'argent, c'est tabou, alors le budget. voilà, voilà. Non, mais pour certaines, nous, dans nos représentations européennes de budget de la famille, ben c'est la famille euh, nucléaire. Dans certaines cultures, c'est la famille élargie. Hein. Et ça pose de sacrés conflits quelquefois. Hein. Ouais. Et, Parce et Ça, et pareil puis sur... par rapport à l'argent, justement, hein, même dans des cultures occidentales, je vois dans la France et les États-Unis. En France, alors, je dirais peut-être traditionnellement, tout le monde n'est pas comme ça, mais effectivement, je décide des traits généraux pour l'exemple. Tendance peut-être à vivre, à ne dépenser que ce qu'on a, alors que aux États-Unis, on va être dans une culture un peu plus de vie à crédit, en fait. Hein, et dans ma pratique, j'ai eu ça récemment ou une incompréhension totale entre les deux on ne peut pas vivre à crédit d'un côté et de l'autre côté le conjoint qui dépensait ne sait combien de cartes bleues, etc. Et encore une fois, on a des cultures relativement proches, entre guillemets. Donc c'est vraiment toutes des notions comme ça qui ont l'air d'aller de soi, mais qui finalement ne vont pas de soi, en fait, et qui demandent une réflexion et une communication, c'est surtout ça, en fait, hein, de comprendre de l'autre d'où il vient, comprendre ses besoins, ses attentes, et de trouver un entre-deux, en fait, finalement, comme dans tout couple, mais peut-être encore plus dans le couple biculturel. Mhm. C'est aussi très vrai dans cette notion de temps là, passé, futur, oui, mais aussi dans la façon de se projeter dans l'avenir. Il y a certains pays, dans la façon de vivre et de la façon de grandir, on est dans une représentation du temps et du monde qui est de l'ordre de la survie. Mm. Parce qu'aujourd'hui, il faut trouver à manger et on ne sait pas de quoi aujourd'hui va être fait, donc demain, c'est déjà trop loin. Et c'est des personnes et des cultures qui parfois ont du mal à se projeter et à avoir des projets dans le futur où le rêve n'est pas forcément permis. Et ça peut bloquer à ce moment-là parce que une culture occidentale comme la nôtre où on arrive à penser à demain quand on n'a pas la tête dans le guidon et qu'on n'est pas en mode survie, on arrive à faire des projets plus ou moins long terme pour des gens qui l'ont jamais fait et qui ne viennent pas d'une culture où on pense à demain, il peut y avoir beaucoup d'impact là-dessus parce qu'on va se focaliser sur aujourd'hui. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait de notre couple, de notre famille au long terme? Ça peut poser problème à certains moments. Oui. Mhm. Ok. Alors, la parentalité. Euh, donc, lorsque l'enfant paraît, comme dirait François Dolto, il y a d'autres défis hein, qui arrivent. Et en fait, ce que j'allais dire, c'est que les défis dans la biculturalité sont exacerbés. Euh, j'en discutais hier avec une amie qui est mariée avec quelqu'un d'une autre culture et elle me disait, mais il faut toujours que je me rappelle, ah bah oui, il vient d'une culture différente. Hein. Et pour l'éducation, c'est la même chose. Hein. Euh, et en tant que parent, lorsque on a un enfant, on a tendance eh ben, à utiliser les modèles qu'on connaît. Les modèles qu'on connaît, c'est la manière dont on a été élevé, nous, euh, dans notre culture d'origine, hein, et d'où la confusion parce qu'on n'a pas les mêmes points de référence. Par rapport à notre culture et la culture tiers si on habite dans un autre pays. Alors, le choix de la langue, ça c'est quelque chose qui est important d'en parler, que les deux conjoints doivent discuter avant, au moment où ils ont un enfant. Il y aura une langue dominante hein, chez tout individu, on a beau être bilingue, il y a toujours une langue dominante. Donc, quelle va être la langue dominante dans la famille? Pour l'enfant, est-ce que ça va être la langue de l'un des partenaires, des conjoints? Est-ce que ça va être la langue du pays où l'on habite? Et
c'est, et ça, c'est important, d'autant plus quand très souvent, en fait, l'enfant va aussi choisir, en fait, la langue comme langue dominante, la langue du pays dans lequel l'enfant habite, parce que euh, les enfants, en général, veulent s'adapter, hein, à le pays où ils habitent, le pays hôte ou le pays de l'un des parents. Au niveau des valeurs, c'est aussi quelque chose d'important. Quelles sont les valeurs qu'on veut transmettre, hein? Est-ce que c'est celle du couple, celle du pays où l'on habite? Et on voit de véritables fossés de communication entre les conjoints ou entre le parent et les enfants, parce que comme je vous disais par rapport à la langue, c'est la même chose par rapport aux valeurs. Si on est par exemple dans un pays hôte ou dans le pays de l'un des conjoints, en général, l'enfant va avoir un besoin d'intégration, d'adaptation, donc plutôt se sentir des points de contact avec les valeurs du pays et quelquefois ça veut dire renier en fait les valeurs des parents et ça peut créer aussi chez les parents un véritable sens de l'échec où ils ont l'impression ben, j'ai pas pu transmettre mes valeurs aux enfants. Il y a le système scolaire. Euh, en tant qu'expatriés, vous avez dû tous avoir cette expérience. Les systèmes scolaires sont très différents en fonction des pays. Est-ce que c'est un système plus... Bon, il y a des systèmes qui ont certaines choses en commun, comme les systèmes francophones, anglophones ou autres. Dans quel système est-ce qu'on va mettre l'enfant? Est-ce qu'on va le mettre plutôt dans une école française, dans une école anglophone? On a tendance en tant que parents à, même chose, revenir sur notre histoire et quelquefois de se dire, le système dans lequel on a grandi, c'est le meilleur, hein. Et donc de juger un peu le système éducatif dans lequel l'enfant grandit, ce qui peut être difficile à vivre pour les enfants, hein. Euh, c'est en tant que parent, et ça je peux vous le dire personnellement, vu mon histoire aussi, ben, c'est difficile de participer, quelquefois d'aider votre enfant quand ils sont dans un système différent. Euh, on a aussi, comme je vous disais, des valeurs, des valeurs différentes. Par exemple, aux États-Unis, les enfants commencent à écrire en cursive, alors que en France, les enfants commencent à écrire en script. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que... Pardon, excusez-moi, c'est le contraire. Aux États-Unis, ils apprennent à écrire en script et en France, en cursive. Et donc, on se dit, mais ils devraient vraiment apprendre... Parce qu'on veut que les enfants apprennent comme ce que l'on a connu, hein, et... et pour moi, il n'y a pas un système qui est mieux que l'autre, mais par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des systèmes qui sont plus adaptés pour certains enfants, hein. Et ce qu'il faut, en tant que parent aussi, il faut prendre en considération les besoins individuels de chaque enfant. Je connais des familles, par exemple, qui ont un enfant dans le système francophone et un autre dans le système anglophone parce que ça correspondait mieux à chacun des enfants. Et une autre chose aussi que je vois beaucoup chez les couples, c'est cette notion qui est très mal représentée en France, c'est la discipline positive. Euh, est-ce qu'on utilise, quel type de discipline est-ce qu'on va utiliser à la maison, hein? Euh, et, euh, euh, et en fait, certains parents français disent oui, mais c'est beaucoup trop laxiste et autres. Donc, ça, c'est des choses avec lesquelles il faut se sentir familier, il faut se sentir à l'aise et surtout, en tant que parent, pouvoir discuter toutes ces différences et
bien entendu prendre en compte l'intérêt de l'enfant surtout, avant notre intérêt personnel de parents. Mhm. Ok. Et je pense qu'il y a une difficulté supplémentaire Oui. quand tu disais dans le choix de l'éducation, de la langue. Il y a cette possibilité que l'enfant veuille grandir dans son pays, dans le pays dans lequel il est, et donc pouvoir s'intégrer. Mhm. Ça veut dire que il renie ou il rejette, disons, peut-être ce qu'ont enseigné les parents. Mais je vois aussi, ça vient de popper là maintenant, cette impression peut-être qu'un des deux parents est rejeté lui aussi, et donc crée du ressentiment et à l'égard de son conjoint, Oui. parce que bah, l'enfant a préféré cette culture, cette langue, cette éducation-là plutôt que l'autre. Et donc, est-ce que c'est moi, je suis pas reconnue? Est-ce que ça veut dire que c'est pas bien avec toute la subtilité du bien et du mal, hein, bien sûr, mais pourquoi justement est-ce qu'il a fait ce choix-là plutôt que celui-là? Et donc, c'est chaque entité de la famille finalement qui doit être vigilant sur cette question de rejet, cette question de choix. Pas que les deux parents ensemble, pas que l'enfant, mais vraiment chacun. Comment il vit ça et être capable de le partager, euh, de dire bah c'est difficile pour moi, j'ai l'impression que qu'on a complètement rejeté moi, ma culture et tout ce qui fait que je suis moi. Donc c'est vraiment, on en revient à cette troisième culture qui est vraiment importante. Et je pense qu'elle est d'autant plus importante d'en parler avant de faire des enfants, avec bien sûr cette flexibilité, comme tu disais, Laurence, de s'adapter à l'entité individuelle de chaque enfant, hein. S'il y en a un qui veut la scolarité anglaise et l'autre la scolarité française, ça se questionne aussi au moment où les enfants arrivent. Mais d'être vraiment clair là-dessus avant que ça arrive, c'est déjà anticiper un certain nombre de sujets, quoi. Oui, absolument. Mhm. Ok. Et enfin, notre dernier point, Oui. dernier défi. Oui, alors la communication, donc les langues, on en a déjà pas mal parlé, hein. Mais quelquefois, les couples n'ont pas de langue en commun, hein, aucune des langues maternelles. On sait que ben, la langue est vraiment associée aussi au souvenir, à l'affect, hein, donc quelquefois au niveau de l'intimité, par exemple, ça peut représenter aussi une barrière, le fait que on utilise une troisième langue, hein, parce que euh, pour vous avez dû avoir cette expérience lorsque on est dans une situation à charge émotionnelle très intense, on revient très souvent à notre langue maternelle d'origine sans même qu'on s'en aperçoive, hein. Comme je vous disais aussi, tout ce qui est traces mnémoniques, c'est-à-dire les souvenirs, sont attachés en fait à une langue dans laquelle on a vécu cette expérience, hein. Euh, et donc, il y a cet aspect aussi comme je vous disais, de pouvoir communiquer des choses profondes ou lorsqu'on est dans une situation très chargée émotionnellement, de d'avoir cette barrière, hein. On a l'aspect de la gestuelle, on en parlait aussi, qui est très différente d'une personne à une autre. Dans certaines sociétés, on se serre la main, d'autres on fait des hugs, d'autres on se fait la bise. Pour ceux qui ont vécu aux États-Unis, c'est une chose auquel il faut qu'on s'habitue. On va pas donc facilement faire la bise à quelqu'un, hein. Il y a tout ce qui est codes sociaux, donc tout ce qui est langage non verbal, la distance physique. Euh, En Asie du Sud-Est, par exemple, on est très très proche et la distance physique est très proche.
Alors qu'aux États-Unis, on a tendance ne pas se rapprocher des personnes. Moi, je sais que, ayant vécu très longtemps aux États-Unis, quelquefois, je me rapproche trop des gens et je vois les gens qui repartent en arrière. C'est Ou, étonnant quand on sait qu'on fait des hugs. et oui, mais tu vois, par exemple, moi, je me retrouvais très souvent aussi, quand je rencontrais quelqu'un, à faire la bise et les gens partaient en arrière. Euh, et en fait, et c'est très, tu es très, c'est très désagréable. Mais ça se joue aussi au niveau de l'intimité et du Bien sûr, couple, hein. le visage est la sphère la plus intime qui existe. Et c'est pour ça que Voilà. je préfère prendre dans les bras que de toucher le visage. Et finalement, c'est beaucoup moins distancé de faire la bise que de faire un hug. Contre Oui. toute attente, parce qu'on pourrait se dire, on prend quand même le corps Mhm. dans les bras l'un de l'autre, ça peut paraître plus intime, et pourtant, c'est pas la sphère qui est concernée, quoi. Mhm. Absolument, absolument. Par exemple, regarder les gens dans les yeux. Dans certaines cultures, on ne regarde pas les gens dans les yeux, c'est un manque de respect, alors que dans nos cultures, pour montrer qu'on a une communication directe, on se regarde dans les yeux, hein. On parlait au niveau de la langue, au niveau des codes sociaux au Vietnam. Quand on arrive quelque part, on vous demande votre âge pour savoir justement quel pronom on doit utiliser avec vous. Tout ça, c'est des choses, bah, comme on disait depuis le début, au début, on trouve ça très exotique. Puis au bout d'un moment, bah, quelquefois, les conjoints en ont marre, oui, de ces différences et c'est lourd. Mhm, hein. Ça peut surtout amener à des superbes bourdes culturelles Oui. de Bourde choses qu'on ferait. culturelle, Mhm, mais aussi surtout la notion d'effort en fait, hein. oui. C'est qu'au début, on a la force, on a la patience, on a l'énergie pour encaisser ou pour trouver ça mignon, etc. Puis au bout d'un moment, on n'a plus envie de faire l'effort. On n'a plus vraiment, si on est en conflit par exemple ou qu'on a une situation familiale un peu lourde, etc. Bah, des fois, on préfère se retirer et créer un fossé finalement avec l'autre parce que c'est trop d'efforts que de comprendre, que de communiquer, notamment avec des messages avec une charge émotionnelle par exemple, ou même la langue, les langues, ce qu'on a envie de transmettre ne se traduit pas finalement dans l'autre langue. Je crois par exemple en Inuit, ils ont 40 adjectifs pour décrire le blanc. Donc forcément, avec juste un adjectif en français ou deux, trois, blanc écru, blanc cassé, etc., ben, on a une finesse en fait du partage, de l'échange, de la réalité, sur la réalité finalement qui est perdue et qui demande un effort en fait. Et c'était au fur et à mesure du temps, si on n'a pas cette construction, si on n'a pas ces fondations, si on n'a pas comment dire, cette complicité entre guillemets, elle peut être problématique, quoi. Exactement. Et ça, Claire, tu as tout à fait par rapport à la complicité et le soutien de l'autre, hein, et la communication ouverte. Mhm, hein. Mais c'est aussi beaucoup histoire de conscientiser nos aspects culturels parce que quand on sait que le paraverbal, c'est 70% de notre non-verbal et paraverbal, c'est 70% de notre communication, qui elle-même est reliée à tout ce qui est concept, attitude, la partie immergée de l'iceberg qu'on a intégrée en nous, avec lesquels on a grandi, sur lesquels on s'est jamais vraiment posé de questions. Ça demande un rétro-pédalage dans la réflexion, dire pourquoi je fais ça, ça renvoie à quoi, et finalement, ça risque d'être différent en face, et c'est épuisant en fait. Et c'est Mhm, là où la navette entre deux cultures peut vite être épuisante, et donc on va parfois en choisir une sur les deux, parce que, ou alors, malheureusement, dans le pire des cas, bah, ça menait à une séparation parce que trop d'énergie dépensée, trop d'efforts à faire, parfois plus d'un côté que de l'autre, ou l'autre se sent pas assez entendu, reconnu, écouté. Bref, plein de... Mais comme dans tout couple, la communication est le ciment et le liant de tout. Ça demande une certaine conscience de tout ce qu'on fait et de décortiquer, qui peut être vraiment épuisant, quoi. mhm. Mm. Oui, 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 absolument. C'était donc nos constats. Et il y a un sacré paquet de défis, comme vous le voyez. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Parce que parfois, on se
sent parfois pas à sa place dans son propre pays, hein. On se dit qu'aller rencontrer une autre culture, bah, ça peut nous convenir mieux. Parfois, la personne qu'on a en face de nous a autant envie de faire l'effort et d'aller à la rencontre finalement de cette troisième culture. Donc, chaque couple a son histoire et ses challenges, bien sûr. Et ce qu'on vous propose dans cette troisième partie, qui va terminer cette présentation, c'est de vous donner des pistes de réflexion, des solutions, des outils concrets que chacune de nous trois utilisons dans nos pratiques, dans les accompagnements qu'on peut proposer aux personnes qu'on suit. Euh, il peut y en avoir qui vont vous convenir, d'autres non. C'est des idées, c'est des choses à réfléchir. On vous a mis aussi une petite bibliographie si jamais vous voulez aller plus loin après avec tous ces outils. Et dans les outils, on commence par cet outil qui est la base selon moi. C'est pour ça qu'on l'a mis en premier d'ailleurs. Dans le couple, on est deux et finalement, la première étape, c'est d'apprendre à se connaître soi. Donc ça, c'est un travail de chaque instant et de toute une vie. On n'a jamais fini de se connaître, hein, parce que les situations changeantes, on va avoir des réactions différentes. L'âge, la maturité, l'expérience, la réflexion, bref. Mais en tout cas, de déjà faire ce pas, de vouloir apprendre à se connaître un peu plus, un peu mieux, pour partir à la rencontre de l'autre. Moi, c'est un outil que j'aime beaucoup utiliser qui s'appelle l'énéagramme. Euh, En trois mots, c'est la vision du monde qu'on a avec une blessure qui nous a forgés et on a un type de caractère qui est dominant sur 9 et on va avoir chacun cette partie immergée de l'iceberg aussi avec notre façon de réagir, nos mécanismes de défense, notre communication. Dans pas longtemps, on va rentrer à la maison. Ah, est-ce que la personne qui a son micro ouvert pourrait... Loulou. Euh, Et donc, cet outil-là, il sert à la fois à se Alors, connaître soi. je te coupe, Margot, juste pour dire que les participants éteignent leur micro pour éviter d'avoir des interférences. Mhm. Merci. Voilà, merci. Excuse-moi, Margot. Euh, donc, en fait, c'est un outil qui est assez intéressant puisqu'on apprend à la fois à se connaître soi, mais on comprend aussi comment les autres peuvent fonctionner avec leur vision du monde à eux. Et c'est un échange en profondeur et qui est très, très chouette. Donc, je vous invite à aller découvrir cet outil-là. Et le deuxième que vous pouvez faire, qui est peut-être un peu moins consistant, parce que l'énéagramme, c'est une formation qui peut durer un peu dans le temps, c'est de commencer par dessiner son oignon. On est tous des oignons, un peu comme dans Shrek. On a tous des couches différentes qui nous composent. Et donc, ça va être une couche avec des valeurs, une couche avec nos traditions, une couche avec les petits traits de caractère qui font qu'on est qui on est. Et donc, avant le départ ou pendant l'expatriation, si vous sentez que c'est le moment et que vous avez envie, dessinez votre oignon et venez mettre des mots sur chaque couche qui vous caractérise. Et en sachant ça et en conscientisant ça une fois de plus facile d'en discuter avec l'autre. Ça peut être un exercice à faire à deux aussi. Chacun dessine son oignon et peut aussi essayer de dessiner l'oignon de l'autre pour voir si la lecture que vous avez de votre conjoint, de votre conjointe, finalement, est-ce qu'elle est proche de la réalité ou non? Comment l'autre se voit? Comment vous percevez l'un l'autre? Ça, c'est des outils pour se connaître soi. Il y en a bien sûr plein d'autres, mais voilà deux qui peuvent être accessibles facilement. Après, on peut aussi travailler sur la compréhension de la culture de l'autre et même aussi de sa propre culture, c'est-à-dire de conscientiser tout ce dont on a parlé en fait finalement, et de cultiver cette curiosité face à l'autre, notamment au travers de cours de culture, voilà, de se renseigner dans le pays d'accueil, auprès de l'autre, d'en faire des échanges en fait. Mais l'idée là vraiment va être d'avoir cette curiosité-là, de la cultiver et justement d'aller chercher l'autre sur toutes ces notions inconscientisées, sur cette partie en fait immergée, non pas submergée, de l'iceberg.
et de mettre tout ça à nu en fait, et de encore une fois, donc là tout à l'heure on apprenait à se connaître soi. Ça peut nous aider à comprendre d'où on vient et pourquoi on va réagir de telle ou telle façon, et dans tel ou tel contexte. Mais ça peut aussi, après, dans un deuxième temps, nous aider à comprendre pourquoi l'autre réagit comme ça et comment est-ce que moi je peux m'adapter en fait, à ce que j'ai en face de moi finalement. Une autre approche qui est aussi peut-être intéressante, c'est la CNV, la communication non violente. C'est une approche qui a été élaborée par un psychologue américain, donc Monsieur Rosenberg, et l'objectif de cette approche, c'est de communiquer de manière efficace et empathique en évitant le jugement, la menace et la critique. Et donc en essayant d'éliminer les réactions défensives de l'autre, et de ce fait-là, l'autre va devenir plus disponible à l'échange et à la communication. Dans ce type d'approche, on se recentre sur soi-même et en fait, on devient responsable de ses sentiments, de ses besoins, et on les assume, hein. Euh, alors, c'est une approche qui est assez complexe, mais je vais juste vous donner des petits exemples et essayer de la justement rendre un peu plus facile. Alors, le modèle, en fait, au niveau de l'énoncé est le suivant. On parle d'abord de ce qu'on observe dans la situation, hein. On parle après de ses sentiments, de ses besoins, et on élabore et on formule une demande de changement. Je vais vous donner un exemple. Euh, Comment utiliser, par exemple, donc la communication non violente. Euh, Au cas, je prends par exemple le cas d'un couple qui habite à l'étranger et donc qui est expatrié, et il y en a un qui est qui en fait je sais qu'on n'aime pas trop ce mot, mais quelquefois c'est un peu une réalité, qui a suivi l'autre, hein. Et donc, ce que l'un des partenaires peut dire, donc le partenaire qui a suivi l'autre peut, par exemple, dire, tu as de plus en plus de responsabilités en travail et je remarque donc que tu rentres de plus en plus tard à la maison. Je me sens seule, encore plus isolée dans ce pays qui n'est pas le mien. J'ai besoin de plus de soutien et de signes d'affection et d'amour. Je te propose que nous passions au moins une soirée ensemble chaque semaine où nous dédions à notre couple. Euh, Dans cet exemple de phrase, euh, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de critique, on critique pas l'autre, il n'y a pas de jugement, euh, on assume la personne assume en utilisant le jeu, assume ses propres sentiments et ses propres besoins et exprime ses besoins, hein. Euh, et par contre, on n'assume pas automatiquement les besoins et les sentiments de l'autre, hein. Euh, et de ce fait-là, on ouvre la discussion et on fait descendre les défenses. Parce que à partir du moment où, lorsque dans la discussion, eh bien, on attaque l'autre, automatiquement, l'autre va monter le mur et devenir très défensif et réactif, hein. Et là, on devient actif, non plus réactif, hein. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire qu'il faut par exemple éviter de dire ah, tu fais toujours ça. Tu vois, c'est toujours comme ça, je me sens seule, tu n'es jamais disponible, des choses comme ça, parce que là, il y a pas de discussion possible. On n'ouvre pas le dialogue, hein, et l'interaction.
Alors, donc, voilà, c'est une possibilité, hein. On vous a mis dans la bibliographie aussi des ouvrages, justement, par rapport à la communication non violente, auxquels vous pouvez vous référer, hein. Il y a aussi une autre piste de réflexion par rapport à l'ethnocentrisme. Euh, et là, je vais te demander de changer Bien sûr. livre, qui s'appelle l'humilité culturelle, hein. On a beaucoup parlé de cet aspect euh, qui qui a à voir avec la compétence culturelle, mais qui est un peu plus élaboré que juste la compétence culturelle. Euh, donc, dans l'humilité culturelle, on travaille avec la différence, hein, et c'est toujours un dialogue conjoint. On apporte sa propre histoire à la situation et ça, on a déjà parlé de l'auto-réflexion, de l'autocritique. C'est un apprentissage qui est constant, on se remet en question constamment, hein. On apprend constamment de l'autre, on est curieux vis-à-vis de l'autre. Euh, et ça veut dire que si on adapte une attitude de vulnérabilité, on est plus humble, on n'a pas les réponses pour tout, hein. Et, euh, et, et, et ça, c'est super important. C'est vraiment essayer de réduire les relations de pouvoir, hein, dans le couple, ce qui pose vraiment des problèmes très souvent euh, dans un couple. Vous aurez l'occasion de vous arrêter un peu plus sur ce schéma, puisqu'il sera dans le replay, et de vraiment vous arrêter sur chaque point pour y réfléchir. Ça vaut le coup de s'y attarder un petit peu. Mhm. Ensuite, il y a bien sûr, si on a pris soin de soi, si on se connaît, si on a fait la démarche de s'intéresser à l'autre, on est là pour construire et prendre soin de son couple aussi, hein. C'est un travail de chaque instant, c'est rechoisir tous les jours. C'est d'abord préserver du temps dans son agenda, et ton exemple de la CNV vient dire exactement ça, c'est émettre ce souhait, ce besoin de passer plus de temps, surtout dans un contexte, s'il y a un conjoint suiveur, que ce soit lui ou elle, euh, qui n'a pas la même activité, le même emploi du temps, la même sociabilité dans ce nouveau pays. Faire régulièrement le bilan. Et ça, vous pouvez le faire avec un exercice qui s'appelle le devoir de s'asseoir, qui peut être planifié dans l'agenda. Alors au début, ça peut paraître un peu rigide. Le but du devoir de s'asseoir, c'est de prendre un temps vraiment spécifique en couple pour se dire les choses qui ont été, qui n'ont pas été, et pouvoir réajuster avec vraiment ce temps qui est dédié, et donc qui devrait normalement être dénué de l'impact émotionnel aigu. C'est-à-dire qu'on ne règle pas un conflit euh, dans le feu de l'action quand on est tous chauds de colère. On peut reporter ça, ou disons, on peut en reparler dans cet exercice du devoir de s'asseoir qu'on a prévu, et on sait qu'on y reviendra plus à froid, avec une plus grande possibilité de dialogue à ce moment-là. Euh, il y a une possibilité aussi de faire un vision board, donc de créer votre tableau avec quelles sont vos motivations, qu'est-ce qui vous caractérise, de, pour pouvoir vous y référer, le présenter à l'autre. Ça peut être un exercice à faire ensemble. Comment vous voyez l'autre, demander de le peindre, euh, pour partager à ce niveau-là, ou avoir des boîtes à questions, à idées, à sujets de réflexion, qui sont là, qui sont estampillés comme tels, et dans lequel on vient mettre ce petit morceau de papier de temps en temps parce qu'on a une question importante, et on prendra le temps d'aborder la question tous les deux. C'est aussi une façon que ça soit pas toujours la même personne qui pose la question. Ça peut être un moment un peu neutre ah bah j'avais cette question pour nous deux et j'aimerais qu'on échange autour de ça. Viens, on prend ce temps pour s'asseoir et pour discuter, pour partager des moments en profondeur aussi, quoi. Oui, alors un autre aspect important, c'est gérer les conflits, hein.
Euh, le conflit, ça fait partie de l'interaction humaine, donc ça fait partie intégrale aussi de la vie du couple, hein. Forcément, dans un couple, ben, c'est deux individus qui sont différents et qui ne vont pas être d'accord tout le temps, hein. Et il y a un psychologue aussi américain qui s'appelle John Gottman qui a beaucoup travaillé sur le couple et a fait des études avec des études longitudinales. Qu'est-ce qui fait qu'un couple va rester ensemble et où un couple va se séparer? Et selon ces résultats, donc ce n'est pas tant le nombre de conflits, ni même l'intensité du conflit qui va faire une différence, c'est plus comment est-ce que le couple arrive à gérer le conflit, hein. Euh, euh, donc, selon Gottman, le conflit a un objectif. Et cet objectif, en fait, c'est aussi de faire partie de la compréhension mutuelle. Euh, donc, lorsqu'il y a un conflit, très souvent, on se trouve, le couple utilise deux approches. Une, c'est d'éviter à tout prix le conflit ou de rentrer dans le conflit d'une manière euh, qui peut devenir violente. Et à ce moment-là, donc, ça devient très difficile et il n'y a pas de solution. Euh, mais en fait, le conflit, c'est important aussi de l'accueillir pour ce qu'il est. Qu'est-ce que c'est? C'est un moment donc où des accords, mais c'est un moment, c'est-à-dire que il y a toujours une possibilité de discuter, il y a toujours une possibilité de trouver des compromis, une solution, de réparer ce qui a été fait, ce qui a été dit, et d'apprendre de l'autre, hein. Euh, et alors, une chose qui est vraiment aussi super importante de se rappeler, c'est que avoir un conflit, ce n'est pas équivalent à la fin de la relation, hein. Voilà. Mhm. Alors justement, je vais rebondir un petit peu sur l'étude de Gottman en question. Lui, ils avaient identifié des sujets typiques de conflits qui sont l'argent, les tâches ménagères, l'éducation des enfants, la sexualité, qui retombent un peu sur ce qui est juste en dessous, les représentations du monde. Et dans cette thématique-là, j'inviterais en fait les personnes à communiquer sur les grands thèmes que sont l'argent, la famille, la sexualité, les enfants, etc. En anticipation et très tôt dans la relation, et ça c'est valable pour n'importe quel couple finalement, euh, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à partager sur ces éléments-là, puisque ça va être des thèmes en fait qui vont être à tension entre guillemets. Et donc plus tôt dans la relation on les aborde, plus tôt ils sont explicités, plus tôt on exprime les besoins qu'on va et les attentes qu'on va avoir autour de ces thèmes-là, plus tôt on va pouvoir construire des fondations solides ensemble, à deux finalement, et on va pas se retrouver sur le tas à être confronté une fois qu'on est dans le conflit finalement. Et très rapidement, on peut par exemple se référer au jeu des 36 questions. Alors à la base, c'est 36 questions pour tomber amoureux, mais on peut enlever le tomber amoureux. Elles sont disponibles sur Internet et on peut s'amuser. Alors n'importe quel âge du couple, hein, le couple jeune comme le couple un peu plus mature, et ce qui nous permettra aussi de se redécouvrir ou de découvrir certains éléments sur le conjoint ou la conjointe. Et voilà, de maintenir en fait cette curiosité autour des représentations du monde et de se questionner en fait, d'apprendre à se questionner sur ces thèmes-là qui ne sont pas, qui vont pas de soi, qui ne sont pas évidents, contrairement à ce qu'on peut penser. Et puis enfin, ne pas attendre d'aller mal pour se faire aider. Au contraire, je pense que le moment où on est le plus disponible pour évoluer, pour se questionner, c'est le moment où on va bien, en fait. On a l'espace mental, on a la patience, on a l'espace émotionnel pour se remettre en question de manière sereine. Alors que quand effectivement on est déjà dans un conflit avancé, eh bien on aura probablement moins d'énergie, moins de patience, moins l'envie de faire l'effort, et donc ne pas attendre qu'on soit dans des situations compliquées, d'aller mal pour
faire appel à un tiers. Alors ça peut être de la thérapie, ça peut être un psychologue, thérapie personnelle ou thérapie de couple, mais ça peut très bien être une autre modalité, hein. Ça peut être un pasteur, ça peut être vraiment voilà, contacter un tiers pour se faire accompagner dans le couple, dans cette expérience-là, notamment biculturelle, à n'importe quel moment finalement. Oui. Ça peut L'idée, être une encore une fois, c'est préparation. de construire un socle commun ensemble, de se créer cet entre-deux et en fait de faire de la différence un atout, une force plutôt qu'une source en fait de failles finalement. Mhm. Et je voudrais ajouter juste un petit point. En fait, la majorité des couples qui viennent nous voir en thérapie de couple, c'est très souvent lorsque justement ils sont dans des situations de conflit très intenses, proches de la séparation. Et on peut travailler sur le couple même dans ces cas-là. Il y a une différence entre la thérapie personnelle, individuelle et la thérapie de couple. Dans la thérapie de couple, on travaille sur le couple, la dynamique du couple. Le patient, c'est le couple et la dynamique du couple. Quelquefois, le thérapeute de couple va orienter l'une des personnes, l'un des conjoints, vers un thérapeute individuel. Mais par contre, le thérapeute individuel ne peut pas devenir thérapeute de couple puisque le thérapeute individuel n'aura pas la même objectivité vis-à-vis de la dynamique et aura une connaissance de l'un des conjoints beaucoup plus que l'autre. Mhm. Euh, Et dans le communiquer grâce à un tiers, ça peut, par exemple, je prêche pour ma paroisse, hein, mais ça peut être exactement sur le même principe qu'on a du mal à anticiper un départ à l'étranger et à se rendre compte de quels peuvent être les obstacles et les difficultés rencontrées après. Anticiper sa préparation, c'est aussi poser toutes ces questions-là en amont du voyage et de l'installation à l'étranger. Et donc, c'est aborder ce qui fait de chacun de vous une entité individuelle et ce qui fait de vous un couple, et de comment vous allez vivre cette aventure en posant déjà les premiers mots sur chacun, comment vous vivez les choses. C'est notamment ce qu'on propose chez Expatez-vous. Préparation au départ vers l'étranger. Donc, et le retour. après et au retour. Mes collègues Laurence et Claire, après, prennent le relais s'il faut, pour continuer à vous suivre pendant votre expatriation. Voilà. Eh bien, on arrive à la fin. Voilà les ressources qu'on vous recommande. On ne va pas les énumérer, mais elles vous seront disponibles, il me semble. Euh, Est-ce que vous avez des questions? On est... On n'est pas beaucoup, mais peut-être vous avez des questions. J'ai l'impression que vous avez déjà fait un tour de la question bien, pas exhaustif, parce que On comme a je vous essayé. disais, hein, mais vous avez peut-être désamorcé ou anticipé des questions qui auraient pu être posées. Mais effectivement, on peut l'avantage de ne pas être très très nombreux en direct, puisqu'on a beaucoup de demandes de replay, c'est que les personnes qui sont là en direct, si elles ont envie de poser une question, c'est possible, hein. Donc, dans ce cas, il suffit de rouvrir le micro et de s'adresser à Margot, Claire ou Laurence ou aux trois. Donc, n'hésitez pas, hein. Ça vous laisse bouche bée. Peut-être que les questions viendront après, a C'est posteriori, possible. à froid, Dans ce et on sera cas-là, aussi disponible pour y répondre. Nathalie ou C'est Rachid, vrai que voilà. je pense que vous avez fait un tour de la question assez exhaustif et que ça permet plutôt d'évaluer des pistes de réflexion pour soi-même ou pour sa situation personnelle et faire émerger des questions par la suite, peut-être plus que d'avoir des questions tout de suite. Alors, il y a un Il y a une commentaire. Ah, question il y en a là. une. Est-ce que vous voulez, vous la lisez ou Attends. je l'ai perdu aussi? Je voudrais rassurer mon mari sur sa langue maternelle. Nous vivons dans son pays, mais notre fille va à l'école française, hein. Effectivement, son arménien est plus faible que son français. Euh, Si vous voulez, je vais répondre à cette question. Quel âge a votre fille? 3 ans. 3 ans, d'accord. Alors, à cet âge-là, ce qui est très, très important, c'est le jeu, hein. Donc, si vous pouvez trouver
que votre fille joue avec d'autres enfants en arménien, des enfants qui ont son âge, elle va se sentir de plus en plus à l'aise avec l'arménien. Le langage se développe en même temps que le développement du jeu, hein. Euh, mhm. Et elle doit aussi assimiler le russe et l'anglais presque en même temps. Oui, oui, oui. C'est un sacré challenge pour une enfant de 3 ans. Ouais, exactement. Alors, elle aura une langue dominante, hein, comme je vous disais, euh, et ça va être elle, en fait, qui va aussi choisir. Hein, et je dois m'en aller maintenant, merci. Super, hein. Mais je pense que dans Expat Pro, il y a aussi des, des spécialistes, hein, dans le bilinguisme et multilinguisme. Multilinguisme, et on en a plusieurs, notamment parmi les orthophonistes. Exactement. Donc, ça serait bien peut-être. Mhm. Ce qu'il faut savoir aussi chez les mini-bilingues, comme on peut les appeler, c'est que le temps qu'ils assimilent les différentes langues dans lesquelles ils évoluent, oui, il va pas forcément y avoir un mix tout de suite, ou alors le développement de la parole peut être un tout petit peu retardé. Ça ne veut pas dire que votre enfant n'assimile pas, mais ça veut dire qu'il a beaucoup d'informations à traiter et à ranger dans les bonnes cases. Et résultat, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Mais comme disait Laurence, il y a forcément une langue qui va être dominante parce que faire la navette, c'est toujours pareil, c'est fatigant. Ça ne veut pas dire qu'elle assimile pas l'arménien et toutes les autres langues avec lesquelles elle grandit. Elle va juste être plus flexible dans son utilisation d'une telle langue plutôt qu'une autre, en fonction de l'environnement dans lequel elle grandit. Est-ce que c'est à l'école? Est-ce que c'est à la maison? Est-ce que c'est avec papa? Est-ce que c'est avec maman? Tout ça, c'est normal, c'est accompagné et parfois, vous allez voir, elle va mixer les langues et ça aussi, c'est normal. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'assimile pas. Ça va se remettre dans l'ordre à un moment. Mais par contre, ce qui est important, c'est que pour vous, en tant que parent, vous utilisez toujours la même langue quand vous vous adressez à elle, parce qu'elle associe la langue à la personne. Si vous commencez à mélanger toutes les langues, elle va pas comprendre que ce sont des langues différentes, hein. Euh, donc, euh, donc, restez constant avec la langue que vous utilisez avec votre enfant, hein. J'aimerais juste intervenir sur ce que tu dis, Laurence, que la langue est assimilée à une personne. La langue, ça peut être aussi assimilé enfin, à des situations. Je donne un petit exemple. Après, il faut vraiment que je vous quitte. Mais moi, j'ai des enfants qui sont trilingues. Quand tu parles de langue dominante, j'en ai une notamment qui n'a aucune langue dominante des trois, vraiment. Et en revanche, les trois ont une caractéristique, c'est qu'en fonction, en fonction de ce dont ils sont en train de parler, ils l'expriment dans une langue ou dans une autre. Et c'est pas toujours en fonction de la personne, beaucoup, hein, beaucoup en fonction de la personne. Mais par exemple, quand ils expliquent quelque chose de précis, de concret, ils sont grands, hein, donc ce sont plus vraiment des enfants, quelque chose d'un peu technique, ils l'exprimeront toujours en anglais. Dès qu'il s'agit d'émotions, dès qu'il s'agit de disputes, dès qu'il s'agit d'expression de joie, etc., ce sera toujours en espagnol. Et ils sont grands maintenant, hein, ça aurait pu passer. Et quand ils parlent de la famille, parce que bon, ils ont pas été élevés dans le système français, quand ils parlent de la famille, ils parlent toujours en français. Donc, effectivement, il y a cette notion de parler à une personne, mais il y a aussi en fonction du message de la communication, j'imagine. Et tout à fait. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que aussi donc les souvenirs, les mémoires sont associés à une langue. C'est-à-dire que, en tout cas, dans le cerveau inconscient, après, on peut le retranscrire dans une autre langue, hein, mais donc c'est ce que je vous disais par rapport à l'affect aussi. euh, qui est, enfin, c'est assez complexe. Ceci dit, pour répondre aussi à la question, la majorité des personnes dans le monde sont au moins bilingues ou multilingues, hein. Donc, on s'est aperçu aussi que le bilinguisme et le multilinguisme avaient un impact très positif sur le développement du cerveau aussi en général. Et pas simplement au niveau de la langue, mais au niveau, par exemple, des maths, parce que ça permet à l'enfant de comprendre qu'il y a plusieurs logiques.
que on peut penser de manière très différente. Mais Je de crois la qu'on même a, je façon, crois on qu'on va a une chercher. table. Oui, je disais, je Ah, crois qu'on a une nouvelle table ronde qui se profile là, hein. Il va falloir qu'on programme ça. Oui, oui, oui. Bon, il faut qu'on... Margot, excuse-moi, Voilà. je t'ai Puis coupé moi, la j'ai parole, hein, Margot. voilà, moi, Mais j'ai un rendez-vous à 16 heures, là. oui, mais je crois qu'il y en a d'autres moi qui ont des aussi, rendez-vous à 16 heures. Voilà, on a un toutes peu qui ont tout des le monde. rendez-vous à 16 heures. Voilà. Donc, Margot, tu voulais le mot de la fin, peut-être, comme je t'ai coupé la Non, parole? je voulais juste dire, c'est aussi dans les nuances qu'on va trouver dans chaque langue. Et le fait de parler plusieurs langues peut aider à même mieux utiliser sa propre langue, moi je trouve. Parce que euh, Ça bug là, on t'entend euh, plus. Ça bug, Margot. Oui. Bon, ça dans bug, donc je crois que c'est une autre la langue, on va technique. utiliser plus ce mot-là. Et comme on l'a aussi en français ou dans... C'était le mot de la fin, c'est ça? Oui, c'est le mot de la fin parce Voilà, qu'on c'est t'entend ça. plus. Bon, en tout cas, voilà. Donc, Cécile a dû partir là précipitamment. Moi, en 2 secondes aussi, parce que je sais que vous avez les impératifs à 16 heures pour certaines d'entre vous. Oui, moi Merci aussi. encore à toutes les trois, à Claire, Laurence et Margot, pour voilà, cette discussion passionnante. On voit que vous avez bien non seulement réfléchi au sujet, mais réussi effectivement aussi à transmettre vos réflexions, vos conseils, etc. Donc, on vous remercie grandement. Et puis, effectivement, je crois on peut déjà prévoir de contacter d'autres spécialistes d'Expat Pro, peut-être pour une table ronde au sujet de l'apprentissage des langues, de la transmission des langues, l'utilisation des langues, de l'oubli des langues ou du non-oubli des langues. Voilà, en tout cas, un grand merci. Et puis, donc, on enverra le replay aux personnes qui sont inscrites. On les diffusera aussi. Et donc, on mettra vos coordonnées, bien sûr. Et on vous remercie. Merci à Expat Pro pour cette Merci Merci à beaucoup de vous. opportunité. nous Au revoir avoir eus. au Alors, revoir à toutes les au trois. Et puis, revoir. merci aux personnes qui sont venues en direct aussi. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Belle fin de journée à vous. Oui, Bah, À pareillement. bientôt. voilà. Hein? Faut arrêter l'enregistrement, Margot. Hop. Voilà.